pouvoir de la majorité, et la majorité, c'est quand un groupe l'emporte sur un autre. À un moment, il y a un conflit, une discussion, on tranche. C'est le pouvoir de trancher dans un différent. Et de l'autre côté, la démocratie, c'est aussi l'aspiration à quelque chose de plus large. Et dans la démocratie se lient ces deux éléments. Se lie l'idée d'une majorité tranchée d'un groupe l'emporte contre un autre, disons très simplement, et puis de l'autre côté, l'aspiration justement à quelque chose de plus large. Et le mot démocratie en grec, peu à peu, est passé de la première signification à la deuxième. C'est quelque chose qui est très souvent étudié. Donc, première raison sociologique pour laquelle il y a un écart croissant entre le principe de justification et le principe de décision. Deuxième élément sociologique, c'est qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus composée de minorités. La minorité, les minorités dans nos sociétés, ne sont plus simplement l'expression de la petite part par rapport au grand art. Elles sont la déclinaison des singularités. Mais peut-être d'une certaine façon que dans nos sociétés contemporaines, le mot peuple est devenu le pluriel de minorité, et non pas l'expression approximative de majorité, ou de très grande majorité. Ces deux éléments sociologiques expliquent en partie pourquoi cet écart entre le principe de justification et le système de décision est devenu plus sensible dans les démocraties. Mais il y a également un autre élément qui tient aux temporalités de la démocratie. La pensée de la démocratie a été de façon très insuffisante, me semble-t-il, une pensée de ces temporalités. On a fait, je l'ai dit tout à l'heure, comme si le moment électoral était, en termes de légitimation, pouvait se prolonger dans la légitimation du moment gouvernemental. Or, nous voyons dans les sociétés que l'écart entre le moment électoral et le moment gouvernemental va croissant. Il y a des causes presque techniques, disons, à cela. C'est d'abord la personnalisation des campagnes. Lorsque les campagnes électorales étaient simplement l'expression de vastes partis politiques, ces campagnes électorales, elles devenaient en quelque sorte simplement le premier moment d'une action gouvernementale. Il n'y avait pas de rupture entre ces deux moments. À partir de la période où on considère que les élections sont de plus en plus polarisées sur des individus, des personnes, à ce moment-là, cette individualisation de l'élection accentue la distinction des temporalités. Cette double nécessité de prendre en compte la fiction majoritaire fait que dans nos sociétés, il devient de plus en plus nécessaire de définir, de trouver des définitions complémentaires de l'intérêt général vis-à-vis de celles qui sont simplement exprimées par la méthode, disons, majoritaire. Et de façon extrêmement confuse, de façon non planifiée, pourrait-on dire, se sont peu à peu construites et mises en place de façon informelle ou informe parfois même, dans les démocraties contemporaines, deux types d'institutions visant à élargir les définitions de l'intérêt général. Visant à élargir, pourrait-on dire, et à redéfinir la catégorie de généralité. Car si on veut donner une définition de la démocratie la plus large possible, on peut dire que la démocratie, c'est le régime de la généralité sociale. Donc, volonté générale et donc intérêt général, ce n'est pas simplement intérêt qu'il faut considérer, ce n'est pas simplement volonté qu'il faut considérer, mais c'est cette catégorie de généralité. Donc, l'élection, c'est une généralité de type agrégative, c'est une généralité arithmétique, et c'est sa grande vertu. Parce que l'élection, de ce point de vue-là, elle rassemble toutes les mêmes raisons en une même unité. On peut voter pour des tas de raisons différentes, pour des tonnes de mauvaises raisons, pour l'esthétique des candidats, ou pour l'intérêt très précis pour ces propositions. Il y a une sorte d'égalisation des raisons, d'égalisation des motivations dans cette agrégation à laquelle on ces élections, et c'est ça très grand vertu. Mais à côté de cette vision agrégative de la généralité, il y a d'autres définitions possibles de la généralité sociale. Les deux autres définitions possibles de la généralité sociale, c'est d'abord une forme de généralité correspondant à la notion d'impartialité. L'idée de
la démocratie, c'est d'un certain point de vue le pouvoir de tous. Mais quand le pouvoir de tous n'est pas possible, il y a une de ces mises en forme très importante, c'est le pouvoir de personne. Une des définitions de la démocratie, c'est que la démocratie est le pouvoir de personne. C'est que personne ne peut prétendre être propriétaire des institutions qu'elle fait. Ce passage d'un pouvoir d'évictorie à un pouvoir de monopole, c'est tout simplement ce qui est lié au développement, même s'il est extrêmement chaotique encore pour l'instant, à des formes de développement d'institutions d'impartialité. Et énormément d'études le montrent, il y a une demande d'impartialité. Et cette demande d'impartialité correspond au fait qu'aucun parti, au sens le plus générique, aucun parti ne peut mettre la main sur un certain nombre d'institutions. Et c'est en partie l'histoire d'un certain nombre d'institutions comme des autorités indépendantes de régulation. Aux États-Unis, par exemple, la première expérience d'autorité indépendante, c'est parce que le président américain était un ancien avocat et compagnie de chemin de fer, et lorsqu'il a fallu que le gouvernement fédéral prenne en charge la régulation du chemin de fer, le Congrès a refusé que ce soit l'administration fédérale qui le fasse à cause du fait du soupçon que reposait sur le des partisans. Donc on a mis en place une commission bipartisane. Dans le cas français, en 1976, il y avait l'idée de centraliser tous les fichiers informatiques de l'administration. Beaucoup d'associations ont créé une menace contre la liberté. Et pour reculer, le gouvernement est obligé de dire que toutes les gestions de fichiers informatiques seraient confiées à une autorité indépendante. Donc, le principe d'indépendance, le principe d'impartialité est maintenant un vecteur, pourrait-on dire, de correction de l'idée majoritaire et de développement de l'idée démocratique. Il y a une deuxième façon alternative de concevoir la généralité, c'est une généralité que j'appellerais de réflexivité. C'est celle qui multiplie les approches d'une question. Et notamment, c'est de cette façon-là que l'on peut essayer d'améliorer la question de la représentation. À côté de la représentation électorale, qui met en scène, qui essaie de dénombrer, pourrait-on dire, le peuple électeur, il y a d'autres formes d'existence, d'autres formes de manifestation du peuple. Il y a d'abord tout simplement le peuple social, celui qui s'exprime à travers l'opinion. On voit dans la société française aujourd'hui, celui qui s'exprime à travers des protestations, qui s'exprime à travers des manifestations. Ou simplement celui qui s'exprime à travers des problèmes. Quand on parle des générations futures, quand on parle de la nécessité de trouver des façons de faire rentrer en politique ces questions futures dans les démocraties, eh bien, il n'y a pas d'institutions qui leur correspondent. Il faut dédoubler de nouvelles institutions. Il y a toute une réflexion dans les milieux écologiques, un peu partout dans le monde, sur de nouvelles formes de représentation de la nature, sous forme de représentation du futur. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le peuple principe, c'est-à-dire le peuple qui n'est pas simplement défini par des catégories sociologiques, mais le peuple qui est défini par des principes d'organisme. De ce point de vue-là, on peut dire que les principes de liberté, les principes d'égalité sont des principes organisateurs. Les principes de justice à déterminer sont des principes organisateurs de collectivité. Et que représenter, faire exister la généralité sociale, c'est aussi donner du poids et donner une forme institutionnelle à ce peuple principe. C'est ce à quoi correspond dans l'histoire le développement des cours constitutionnels. Qu'est-ce qu'une cour constitutionnelle? C'est par rapport au pouvoir législatif et l'expression de la démocratie majoritaire. Il représente en quelque sorte les principes fondateurs de la société. On peut dire que ces types d'institutions ont aussi des particularités qui essaient de donner un fonctionnement plus complexe de la démocratie. Une démocratie électorale, on peut dire que c'est une démocratie suprême. C'est une démocratie dans laquelle l'exercice de la décision est celui des décisions suprêmes. La plupart de ces nouvelles institutions, même si c'est encore de façon confuse, ce sont des institutions
dans lequel les règles de la délibération, les règles de la discussion sont tout à fait opposées à celles de la décision suprême. Et cela, c'est quelque chose aussi, me semble-t-il, de très important. Alors nous voyons bien aujourd'hui à quel point ces institutions sont souvent encore dans l'enfance, à quel point elles peuvent être encore manipulées, à quel point elles sont encore incoatives. Mais l'avenir de la démocratie dans notre siècle, c'est aussi de leur donner un visage plus organisé, de les penser plus fermement et de les constituer en force véritablement démocratique, avec tout ce que cela implique, du point de vue des conditions de prise de décision, de justification de ces décisions, aussi des conditions de domination, des conditions de compte-rendu, des conditions de publicité. Il faut faire une théorie démocratique d'institution. Ce sera, me semble-t-il, un des grands enjeux des années à venir. À côté de cette fiction majoritaire, nous avons un deuxième grand problème dans les démocraties. Je l'ai déjà rapidement signalé, c'est le problème des temporalités. C'est l'écart entre démocratie électorale et démocratie gouvernementale. Cet écart entre démocratie électorale et démocratie gouvernementale, c'est à la fois un écart de temporalité, mais c'est aussi un écart de principe. Et c'est même, c'est un écart du point de vue des qualités politiques qui sont requises. Quelles sont en effet les qualités qui sont requises dans le moment électoral? Ce sont des qualités de séduction, ce sont des qualités d'incarnation, c'est une dimension de proximité, c'est cette dimension de la politique qui consiste à dire que la politique, c'est donner un langage à ce que vivent les gens. Et ça, le moment électoral, c'est ce moment fort, où celui, au fond, qui réussit une campagne électorale, c'est celui qui arrive à donner un langage à ce que vivent les gens. Et qui fait que dans ces éléments de langage, comme dans ces éléments d'incarnation, eh bien, il y ait le sentiment, dire, une forme de représentation réussie. Et le moment électoral est celui où les types de représentation réussie s'expriment de cette façon-là. Et très vite après vient le moment gouvernemental où ça n'est plus l'univers des possibilités et des escaliades qui est mis en avant, mais c'est celui des contraintes, c'est celui des difficultés. Et c'est non plus le langage de la séduction, mais un langage de capacité, ou un langage, disons, de la raison attristée. Et dans ce cas-là, il faut trouver les moyens de mettre en place une démocratie plus permanente et d'élargir en même temps la notion de démocratie citoyenne. Comment mettre en place une démocratie plus permanente et comment élargir la notion d'activité citoyenne? Une des modalités qui a historiquement été le plus proposée, c'est de le faire à travers l'idée de référendum. On voit que le référendum, en fait, il ne prend sens que s'il est rare. Si on organisait des référendums toutes les semaines, ça perdrait son sens. Car un des buts de la politique, c'est tout de même d'essayer d'exprimer ou d'approcher, ou plutôt de construire ce que peut dire une volonté générale. Or, si c'est pour cela que l'idée de démocratie électronique n'est plus défendue par personne, car techniquement, tous les citoyens d'un pays pourraient voter pour l'histoire, pour dire ce qu'il faut faire. Mais le propre d'une vie démocratique, c'est une construction dans le temps. Or, si on faisait des référendums 2 fois par jour, on aurait des référendums qui pourraient aller dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cela n'a pas de sens démocratique de revoter sur la même chose 10 fois de suite à des périodes très courtes d'intervalle. Là aussi, on voit encore l'importance qu'a la question de temporalité dans la compréhension de la démocratie. L'agent principal d'une démocratie plus permanente me semble être aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la construction démocratique de la défiance. Le propre du moment électoral est d'essayer d'approcher, de construire la notion de confiance entre des électeurs et des candidats. La démocratie permanente, au contraire, elle me semble devoir reposer sur une compréhension qu'il peut y avoir un caractère démocratique de la défiance. Que la défiance, elle n'est pas simplement un sentiment négatif si elle est comprise comme un complément
de ce moment électoral, si elle est comprise comme un complément de la confiance. Et c'est pour cela que, pour qualifier cette organisation démocratique de la défiance, j'ai employé le mot contre-démocratie. Contre-démocratie, non pas le contraire de la démocratie, mais sur quelque chose de contrefort, ce qui sert à la consolider, à l'appuyer, à lui donner un point d'appui qui la contrebalance ses effets. Et je définis trois figures de cette contre-démocratie, destinées à mettre en place une démocratie plus permanente et une forme d'activité citoyenne qui ne se limite pas à l'exercice du vote. Ce sont les activités de surveillance, celles d'empêchement et celles de jugement. Les activités de surveillance, ce sont toutes les modalités de vigilance citoyenne, d'attention, de dénonciation, ce qu'on appelle en anglais le whistleblowing, le lancement d'alerte, ou bien tout simplement les éléments d'audit et d'évaluation. Et c'est de cette façon aussi que vivent les démocraties. D'ailleurs, un des symboles, ça nous rappelle qu'un des grands symboles des gravures pendant la Révolution française, c'est qu'il y avait deux façons de représenter le peuple. Soit le peuple, dans l'imaginaire révolutionnaire, c'était un énorme colosse. Donc, une image impressionnante. Ou alors, c'était l'œuvre de la surveillance. Le colosse était électoral, on dit, on peut rester la vie de soi, et puis l'œuvre de la surveillance, justement. C'est cette activité de vigilance, de dénonciation, d'audit, d'évaluation, qui sont de plus en plus importantes. On peut d'ailleurs remarquer que les nouveaux mouvements sociaux sont des mouvements sociaux qui correspondent à l'exercice de ces différentes activités, de vigilance, de dénonciation ou d'évaluation. Les mouvements sociaux traditionnels, ceux dont parlait Alain Touraine dans les années 1960, c'était des mouvements sociaux d'action collective. C'était des mouvements sociaux de représentation. Alors que maintenant, ce ne sont pas des mouvements sociaux de représentation, ce sont simplement des mouvements sociaux d'attention à un certain nombre de questions. Le mouvement social caractéristique, je dirais, des mouvements sociaux traditionnels, c'est le syndicalisme. Et le mouvement social correspondant à ces nouvelles formes d'activité citoyenne, eh bien, c'est un ensemble d'ONG, par exemple, comme Greenpeace, ou comme beaucoup d'institutions de ce type-là, qui ne sont pas fondées sur les adhérents, mais qui sont fondées sur ce type. Très important. On voit bien que cette expression du peuple social que j'ai qualifiée tout à l'heure, elle se manifeste le plus souvent par aussi, la France actuellement est un bon exemple, par des actions, des tentatives d'action d'empêchement. C'est de reposer dans la vie sociale, de remettre en cause ce qui a été simplement le résultat de la politique majoritaire classique. Et on peut d'ailleurs se demander si ça n'est pas là la vraie séparation des pouvoirs. Dans son essai de droit naturel, on fait ça. Et il y a enfin les éléments de jugement. Aujourd'hui, on voit bien comment on renaît ce que la vérité, il faut s'en souvenir à l'origine.